Aujourd'hui, on lève le mystère sur tout ce qui concerne les Fullbringers, et plus particulièrement Ginjo et Aura, qui sont les deux plus impliqués dans toute cette histoire. Bien entendu, on est toujours sur la rétrospective du tome 3 de Ken Furyu Run World, et après celle-ci, il nous restera encore 2 vidéos. D'ailleurs, comme toujours, si vous voulez soutenir ce contenu et faire connaître les romans à toute la communauté Bleach, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout le bordel, c'est vraiment ce qui fait la diff et qui permet de diffuser les vidéos au plus de monde. Bref, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer, mais faisons un petit point contexte avant. On s'était laissé sur la fin de Tokinada, mais là on va repartir un peu en arrière. Souvenez-vous, Ginjo et Sega affrontaient à la base Aura et Yukio au Kyogoku, et ces deux-là semblaient du côté de Tokinada, mais au final les Fullbringers vont tous s'allier pour faire tomber l'aristocrate. Et pour expliquer tout ça, on est obligé de parler un peu de l'histoire d'Aura, et de ce qu'elle a vécu. Vous savez que c'est une Fullbringer monstrueusement puissante, ce qui est dû au fait qu'elle n'a aucune attache. En réalité, elle a été élevée par son père, qui était aussi Fullbringer. Enfin bon, élevée, faudrait plutôt dire séquestrée, parce qu'elle était enfermée dans une sorte de prison de verre, sans aucun contact avec l'extérieur. Tout ce qu'elle avait, c'était donc son père, qui à sa manière voulait la protéger, mais en étant cloîtrée dans une pièce depuis sa plus tendre enfance, elle n'a jamais appris à développer aucun sentiment, que ce soit l'amour envers ses parents, la joie ou même la tristesse. En gros, c'est comme ça qu'elle a vécu jusqu'à ce que son père soit tué, et si vous percutez vite, vous avez compris que son père faisait partie de cette fameuse bande de Fullbringers, les amis de Ginjo, qui ont été massacrés par les Shinigami. Le but du père d'Aura était que lui et sa fille perdent leur pouvoir de Fullbringer, afin de pouvoir mener une vie normale, ce que Ginjo était capable de leur offrir. Il était lui-même Shinigami remplaçant à l'époque, et c'est en voyant ses amis se faire massacrer qu'il a pété un câble. Et vous êtes au courant qu'il voue aujourd'hui une haine féroce à Ukitake, qui est pour lui l'instigateur de ce crime contre les Fullbringers. Mais la réalité est en fait tout autre. Ce sont les Tsunayashiro qui ont ordonné le meurtre des Fullbringers, et Ukitake n'a servi que de couverture, contraint d'endosser le rôle du méchant. Il a assumé cette responsabilité jusqu'au bout, et la cruelle réalité derrière ce crime, c'est qu'en fait ces Fullbringers possédaient en eux quelque chose de spécial, des fragments du roi des esprits. En effet, ce sont les fragments qui sont la source du pouvoir des Fullbringers, et Aura possède en elle le Saketsu du roi des esprits. Et là je suppose que la moitié d'entre vous savent pas ce que c'est, donc pour expliquer rapidement, le Saketsu et le Hakusui, c'est des organes vitaux qui sont en gros la source du Reiatsu des corps des Shinigami. Si vous vous rappelez, lors de sa première rencontre avec Byakuya, Ichigo s'était fait trancher son Saketsu et son Hakusui, et il allait mourir en se vidant de son Reiatsu. En tout cas, grosse révélation ici, puisqu'on apprend que tous les Fullbringers ont en eux un fragment du roi spirituel. Quoi qu'il en soit, ces multiples fragments et organes ont été, comme vous le savez, arrachés au roi des esprits sur son autel sacrificiel. Et des milliers d'années plus tard, pour mettre son plan à bien, Tokinada a cherché à en récolter le plus possible. C'est pour ça que les Tsunayashiro ont fait tuer les Fullbringers, et c'est en faisant ça qu'il a débusqué Aura, au moment où elle s'était enfuie de sa prison de verre, voyant que son père ne venait plus la voir. Et après lui avoir révélé qu'elle avait en elle le Saketsu du roi des esprits, il l'a emmené avec lui pour se servir de ses pouvoirs incroyables. Et bien entendu, s'il cherchait à récupérer ces fragments, c'était pour qu'ils servent à la création d'Ikone, qui est en réalité un amalgame de milliers d'âmes de toutes sortes, couplé au cerveau de Grémy ainsi qu'à des fragments du roi des esprits. Et en plus de ça, c'est en réalité Aura qui a donné naissance à Ikone. On apprenait dans le tome 2 que c'était Seinosuke Yamada qui avait donné forme à l'amas de chair vivant qui était à la base Ikone, mais celle qui a assemblé les parties et qui lui a donné vie, c'est bel et bien Aura. J'imagine même pas à quoi devait ressembler Ikone à ce moment, mais malgré tout, c'est là la seule fois où Aura a éprouvé une émotion, celle de donner la vie. Vous avez donc capté, c'est pour ça qu'elle trahit Tokinada. Depuis qu'elle a donné naissance à Ikone, son seul but est en fait de le protéger et de lui offrir un avenir radieux. Aura et Ikone sont donc en réalité deux personnages partageant un lien fort, et on comprend maintenant pourquoi Aura a permis à Isagi de rejoindre le champ de bataille, et pourquoi elle a presque sacrifié sa vie pour sauver tout le monde, quand Tokinada a voulu faire tomber son palais sur Karakura. Elle et Ikone ont vécu la même chose en quelque sorte, puisque les deux sont comme conditionnés par une figure paternelle. Tokinada ne transmet aucune valeur noble à Ikone, se sert de lui comme un outil, et de ce fait il ne comprend rien à la vraie vie, au monde qui l'entoure, et ne voit pas la différence entre le bien et le mal. Et c'était pareil pour Aura, qui ne pouvait pas faire l'expérience de la vraie vie, car elle était enfermée par son père, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Et vous allez voir que sans Tokinada, Ikone aussi va se retrouver apeuré, comme un gamin livré à lui-même face à la cruauté du monde. Vous avez maintenant compris, je pense, une des raisons qui fait que cette série de romans s'appelle Ken Furyu Run World, où on ne peut pas craindre son propre monde en français. Ça fait référence au fait que ces deux personnages sont à leur manière apeurés de vivre par eux-mêmes, d'affronter la réalité. Et on peut aussi rajouter Isagi à l'équation, qui en étant quelque part hanté par le fantôme de Tosen, a du mal à avancer avec confiance malgré son talent. Tosen, lui, représente au contraire celui qui a parfaitement réussi à dompter cette peur, à en faire une arme, alors que lui était en plus non-voyant. En gros, ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est soit vous restez dans votre confort et vous découvrirez jamais rien, soit vous prenez des risques et vous affrontez le monde réel, et là dans ce cas-là vous aurez la chance de découvrir ce qu'est la vraie vie. Enfin bon, vous verrez, ça fera encore plus de sens dans les prochaines vidéos, où on va parler du destin d'Ikone, qui sonne le dénouement de cette histoire. Mais bien entendu, ce destin est lié à un Shinigami,
qui est parvenu à entrer en paix avec lui-même, et qui va repousser ses limites, jusqu'à finalement ouvrir les portes du Bankai. Et avec ça, on a fait le tour des dernières révélations sur les Fullbringers. C'était une mini vidéo pour le coup, mais on garde le meilleur pour la fin, puisque même si à ce stade Tokinada est mort, il reste encore Ikone comme on l'a dit, et aussi Ikomiki Domoe. Avant sa fuite, Tokinada avait ordonné aux petits de tuer Ora, mais en plein combat contre Zaraki, c'est compliqué de se focus sur quelqu'un d'autre. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo, qui parlera donc d'Ikone et d'Ikomiki Domoe. Le combat contre Zaraki, les origines du holo, tout ça, j'espère que vous kifferez. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernière vidéo sur Ken Fear Your Own World, et en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.